Le corps mutilé d'une jeune femme est retrouvé au bord d'une rivière. Mais ce qui choque le public, encore plus que la nature de ce crime, c'est l'identité du coupable et son mode opératoire. Je vais vous raconter son histoire. Mais avant, je dois absolument vous parler du meilleur déodorant au monde à mes yeux, le déodorant Wild. Ils ont sorti leur collection Halloween qui est juste incroyable. Regardez-moi la beauté des étuis et celui du baume à lèvres avec les petits fantômes, trop mignon. Côté recharge, on a également des petites nouvelles, notamment la caramel latte. Pour l'anecdote, quand j'ai reçu mon colis, je me suis dit tiens, ça sent fort le café dans mon immeuble, c'est fou. Et en fait, c'était cette recharge que je sentais dans le colis. Ça sent réellement l'odeur du caramel latte, c'est juste dingue. Et on a également celle-ci, la Drumstick, qui sent le bonbon pour un côté réconfortant. Bien sûr, si vous préférez les parfums un peu plus classiques, vous êtes aussi servi avec coton frais et sel de mer, fleurs sauvages, voilà, il y a de quoi faire. Je vous jure qu'avant, j'étais super difficile en déo, il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait, que ce soit l'odeur ou l'efficacité, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Et depuis que je connais Wild, je ne peux plus m'en passer. Pour moi, leurs déodorants sont parfaits. Je vous montre rapidement comment on les recharge en même temps, puisque voilà, en plus de sentir hyper bon et d'être véritablement efficaces, ils sont respectueux de votre corps puisque ils ne contiennent ni parabènes ni aluminium, donc vos pores ne sont pas bouchés. Et très important également, ils sont respectueux de l'environnement avec leur système de recharge. Je vous invite à cliquer sur le lien que je vous ai mis en description et en commentaire épinglé si vous voulez commander les produits Wild. Vous avez 20% de réduction avec mon code JESCRIMWILD et un petit conseil, dépêchez-vous puisque la collection Halloween est en édition limitée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Corée du Sud et plus précisément dans la grande ville de Busan qui n'est autre que la deuxième plus grande ville du pays. Elle est immense, il y a quand même 3,7 millions d'habitants. Si vous ne connaissez pas Busan, c'est une ville portuaire qui est connue pour héberger un grand nombre de personnes d'origine russe et les touristes qui visitent Busan apprécient tout particulièrement son marché aux poissons, le marché de Jagalchi, ainsi que la plage Haeundae, une plage un peu particulière puisqu'elle se situe au pied de grands immeubles, mais il y a également, comme dans toutes les grandes villes asiatiques, des temples, des parcs et de beaux quartiers dans lesquels se promener. C'est là que vit Jung Yoo-jung, qui est né en octobre 1999 et qui n'a pas eu une vie facile puisqu'alors qu'elle n'était âgée que 2 ans, ses parents divorcent et sa maman décide de l'abandonner. Elle vit alors quelque temps avec son papa, mais en 2005, alors que Jung n'est âgé que de 6 ans, son papa part en prison. On ne sait pas ce qu'il a fait pour être emprisonné, mais c'est forcément quelque chose d'assez grave, puisqu'il a passé plus de 10 ans derrière les barreaux. Jung se retrouve comme orpheline, elle n'a plus personne pour s'occuper d'elle, donc c'est son grand-père paternel qui prend le relais. Il est marié, mais avec une femme qui n'est pas la grand-mère de Jung, donc c'est sa belle-grand-mère. Et bien que ça n'ait pas pu être prouvé, Jung affirme que dès sa tendre enfance, son grand-père et sa belle-grand-mère se sont mis à lui faire subir des maltraitances, plus particulièrement des violences physiques. La petite Jung passe alors ses journées à imaginer que son papa va sortir de prison, se remettre en couple avec sa maman et qu'ils vont revivre tous ensemble. Ça lui semble beaucoup plus rose que sa vie actuelle, puisqu'en plus des violences qu'elle subit, elle vit également dans la pauvreté, puisque son grand-père touche l'équivalent du RSA pour les Français. Et pour mes abonnés non français, c'est un revenu minimum qui est versé aux personnes les plus pauvres du pays. Mais en dehors de ce qu'il se passe à la maison, Jung est une petite fille joyeuse, dynamique et sociable. Elle s'amuse avec ses amis à l'école, tout va bien. Arrivée au collège, tout va encore très bien. Jung participe à toutes les activités sportives organisées par son établissement. Par contre, à son arrivée au lycée, tout bascule. On ignore ce qu'il s'est passé dans la vie de Jung, mais elle a changé du tout au tout. Elle a probablement vécu quelque chose de traumatisant dont elle n'a parlé à personne, mais en tout cas, elle se renferme complètement, elle ne parle plus à personne, elle ne dit même pas bonjour à ses camarades, et quand quelqu'un vient lui adresser la parole, elle l'ignore, elle répond à peine. Elle ne sociabilise plus du tout, elle passe ses journées entièrement seule et elle passe même le plus clair de son temps cachée derrière un rideau. C'est même là qu'elle prend son goûter. C'est très bizarre, donc on pourrait croire qu'elle est victime de harcèlement puisque c'est quand même courant, les ados sont très durs entre eux.
Mais pas du tout, c'est vraiment Jung qui a décidé de ne plus sociabiliser et de ne plus avoir d'amis. Au contraire, les autres ados ont essayé de venir vers elle et de discuter avec elle, mais elle est fermée, elle ne répond pas. D'ailleurs, elle est tellement devenue mal à l'aise au lycée qu'elle décide d'arrêter les cours avant d'avoir terminé, avant d'avoir obtenu son diplôme. Et elle se met à postuler à des universités. Mais bien sûr, elle n'est pas retenue puisqu'elle n'a pas le niveau, elle n'a pas le diplôme nécessaire. Donc frustrée, elle décide de chercher un emploi. Jung a très envie de devenir caddie de golf. Vous savez, ce sont les personnes qui transportent le matériel sur les terrains de golf. Donc elle postule à une entreprise et elle ment sur son CV afin d'obtenir le poste. Donc elle dit qu'elle a obtenu son bac et elle dit également qu'elle est une personne très sociable et extravertie. Pas du tout la Jung qu'on connaît, quoi. Le souci, c'est que bien évidemment, elle décroche un entretien puisque son CV est prometteur, mais une fois qu'elle est en face des recruteurs, ils ne peuvent que constater qu'elle a menti. C'est évident que cette fille qui leur décroche à peine un mot, à peine un bonjour, n'est pas sociable et extravertie. Donc, sa candidature passe à la trappe. Cependant, après cet entretien, Jung se met à harceler l'entreprise. Elle les appelle sans arrêt pour savoir où en est sa candidature. Elle est complètement obsédée par ce job. Elle se met également à laisser plein de messages sur le forum de l'entreprise pour poser des questions, en demandant par exemple quel est l'âge idéal pour postuler, ce genre de choses. Et elle présente sa candidature un total de 5 fois avant de comprendre qu'elle ne sera jamais prise et de lâcher l'affaire. Enfin, avant de lâcher l'affaire, elle a quand même laissé des messages insultants sur le forum de l'entreprise. C'est vous dire à quel point elle avait envie de décrocher cet emploi de caddie. Jung postule également à d'autres annonces, mais elle est toujours refusée. Personne ne veut l'embaucher, principalement à cause de son niveau en anglais qui est très faible. Et c'est une situation qui frustre énormément Jung, qui comptait sur l'obtention d'un emploi pour quitter le domicile de son grand-père chez qui elle n'est pas du tout heureuse. Elle avait même déjà commencé à regarder pour des petits appartements étudiants, des petites colocations, des choses comme ça qui coûtent pas trop cher. Mais vu que personne ne veut l'embaucher, elle est obligée de rester vivre chez son grand-père et elle reste sans emploi pendant plusieurs années. Entre-temps, le père de Jung est sorti de prison et il s'est remarié. Ça enrage complètement Jung, qui espérait toujours qu'il se remette avec sa maman, donc elle est dégoûtée. Elle a la haine contre son père et les rares fois où il lui rend visite, elle pète un câble, elle explose des objets au sol dans la maison, elle se réfugie dans sa chambre et elle appelle le numéro d'urgence pour inventer que son père l'a frappée et dire qu'elle ne veut plus jamais le voir. Donc il arrête de faire des efforts, il a bien compris que ce n'était pas la peine, que sa fille ne voulait plus de lui dans sa vie. Donc il reste de son côté et Jung reste vivre chez son grand-père. Cependant, en mai 2023, il y a quand même un appel entre les deux pour essayer de se réconcilier, en tout cas de crever l'abcès. C'est un appel qui dure plusieurs heures et lors de cet appel, Jung explique à son père toutes les choses qu'elle lui reproche. Elle lui en veut surtout d'être partie en prison, puisqu'à cause de lui, elle a été élevée par son grand-père et sa belle-grand-mère, qu'elle accuse d'avoir été violent envers elle, et elle lui en veut également de s'être remariée et d'avoir caché son existence à sa nouvelle femme. Alors son père dément complètement ces accusations. En ce qui concerne sa nouvelle femme, il explique que c'est Jung qui ne voulait pas de lui dans sa vie, et comme déjà il ne l'a pas élevée, il n'a pas beaucoup de souvenirs avec elle, il n'a pas beaucoup d'anecdotes à raconter concernant sa fille. Il a essayé de recoller les pots cassés une fois sortie de prison. Jung l'a repoussé, donc sa nouvelle femme connaît l'existence de sa fille, mais il n'a pas beaucoup de choses à lui raconter sur elle, donc c'est pour ça que Jung a eu l'impression qu'elle ne la connaissait pas. Et pour ce qui est des accusations de violence, alors comme il dit, il n'était pas sur place pour voir ce qui se passait, donc peut-être que c'est vrai. Il reconnaît que son père est quelqu'un de beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère que lui, donc c'est possible qu'il y ait eu des châtiments corporels envers sa fille, mais il n'a jamais rien constaté lui-même. Et quand sa fille lui rendait visite en prison, elle avait l'air joyeuse, tout avait l'air d'aller très bien, et elle ne lui a jamais fait part de problèmes rencontrés avec son grand-père. Pourtant, la haine de Jung pour sa famille est réelle, donc il y a vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là. Jung devient elle-même violente. Il lui arrive de frapper sa belle-grand-mère. Elle cherche le mot parricide sur Google, et elle a même tenté d'incendier la maison, en disant à son grand-père « Comme ça, tu verras ce que c'est de souffrir autant que moi, je souffre ».
On est en 2023 et Jung, qui est sans emploi depuis plusieurs années, doit bien trouver des occupations la journée pour passer le temps et elle adore tout particulièrement lire des livres, regarder des films et des séries, des documentaires, enfin bref, ce genre de choses. Et elle adore tout particulièrement les thrillers noirs, elle adore également les romans policiers et puis comme nous, les documentaires sur le true crime. Mais contrairement à nous, la vision de ces documentaires ne la rend pas plus empathique. Elle n'a pas de la peine pour les victimes. Non, ça la rend curieuse. Jung, qui comme vous l'aurez compris a pas mal de temps libre, passe beaucoup de temps à la bibliothèque. Elle emprunte des livres sur le sujet, des livres qui parlent de crime. Elle fait également beaucoup de recherches sur Google et ces recherches concernent principalement la commission d'un meurtre. Quel est le meilleur moyen de commettre un meurtre ? De quelle façon faut-il s'y prendre pour ne pas se faire choper par la police ? Ce genre de choses. Et puis un jour, à force de faire toutes ces recherches, elle se dit qu'elle aussi aimerait bien essayer et commettre son propre meurtre. Jung, qui n'a pas d'amis et dont les compétences sociales sont médiocres, décide alors de s'inscrire sur un site internet, enfin sur plusieurs sites internet d'ailleurs, afin de faire connaissance avec des personnes et de trouver la victime idéale. La première personne sur laquelle elle jette son dévolu est un garçon, un adolescent, à qui elle propose de se rencontrer, mais cet adolescent trouve la conversation plutôt suspecte et il ne donne pas suite à leurs échanges. Ensuite, elle concentre ses efforts sur une jeune femme. Elle se retrouve sur un chemin pour se promener. Problème, c'est un endroit qui est très touristique, où il y a énormément de monde, donc c'est impossible de commettre un meurtre de manière discrète à cet endroit-là. Jung laisse cette femme repartir sans lui faire de mal et elle décide de remettre le meurtre à plus tard, en réfléchissant un petit peu mieux à la meilleure façon de procéder. Au cours de sa réflexion, Jung se dit que le mieux serait de tuer sa victime chez elle. Comme ça, pas de témoin, elle a le temps d'agir et d'effacer ses traces. C'est beaucoup plus pratique que de faire ça dans un lieu public. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'inscrit sur un site qui sert à trouver des professeurs particuliers et elle se fait passer pour la maman d'une adolescente de 15 ans. Elle dit que sa fille a des difficultés en anglais, donc elle concentre ses recherches principalement sur les profs d'anglais. Elle discute au total avec une 50aine de professeurs, elle prend des notes sur chaque profil et elle se concentre principalement sur les personnes qui semblent vivre seules. Elle finit par jeter son dévolu sur une femme du même âge qu'elle, 23 ans, qui vit dans le sud de Busan. Et cette femme est d'accord pour donner un cours d'essai à sa fille fictive de 15 ans. Cours qui aura donc lieu au domicile de cette professeure. Malheureusement, l'identité de cette victime est gardée secrète. Elle est appelée soit Madame A, soit la victime dans les médias. Bon, je trouve ça un peu dommage, donc on va lui inventer un prénom. On va dire qu'elle s'appelle Ayoun. Et cette fameuse Ayoun, qui est étudiante et auto-entrepreneur, accepte de recevoir l'adolescente chez elle le vendredi 26 mai 2023 dans l'après-midi. Jung achète un uniforme d'écolière d'occasion sur internet et elle se rend au rendez-vous. Étant donné qu'elle ne fait qu'1m50, elle peut aisément passer pour une collégienne. Jung a pris soin de cacher une arme blanche dans sa tenue et elle arrive au domicile d'Ayoun vers 17h30. Elle entre, elle discute un peu avec la jeune femme afin de s'assurer qu'elle est bien seule chez elle et dès qu'elle en a la certitude, elle sort l'arme qu'elle avait cachée et elle se jette sur Ayoun. Elle la poignarde à 110 reprises, en se concentrant principalement sur le cou et sur la poitrine d'Ayoun. Ayoun décède rapidement puisqu'elle a son aorte qui a été sectionnée, ses poumons qui ont été perforés. Les blessures sont extrêmement graves, donc elle s'écroule, elle se vide de son sang. Et ça y est, Jung a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a commis un meurtre. Jung se nettoie rapidement, elle ôte sa tenue d'écolière qu'elle jette à la poubelle et elle va dans la chambre d'Ayoun afin de porter des vêtements lui appartenant. Puis elle retourne chez elle. Elle prend une valise à roulettes et puis elle va dans un magasin acheter des sacs poubelles et de la javel et elle retourne chez Ayoun afin de démembrer la jeune femme. Elle la coupe en petits morceaux et elle lui sectionne notamment les mains au niveau des poignets afin qu'on ne puisse pas l'identifier, afin qu'on n'ait pas ses empreintes digitales. Puis elle met les morceaux de corps dans la valise
elle nettoie la maison et elle part. Malgré le fait qu'elle ait étudié le true crime en long, en large et en travers, Jung commet de nombreuses erreurs au moment de ce crime, puisque déjà elle va prendre les affaires ensanglantées et les jeter dans la poubelle de la maison. C'est pas très malin, mais le pire de tout, c'est qu'elle prend un taxi avec la valise dans laquelle se trouve le corps. Avant de monter dans le taxi, Jung a dû marcher avec la valise dans la rue et ce moment complètement lunaire a été capturé par des caméras de surveillance. Je vous montre l'enregistrement, ce sont des images qui ont choqué les Coréens. On la voit sautiller gaiement, valise à la main, des pantoufles aux pieds, comme si tout était normal alors que dans la valise se trouve le corps démembré d'une jeune femme qu'elle ne connaît même pas. Une fois dans le taxi, Jung demande au chauffeur de la déposer à la lisière d'une forêt qui borde la rivière Nakdong. Et là, c'est trop bizarre. Dites-vous qu'il est 3h du matin et qu'on a cette petite femme d'1m50 qui demande au chauffeur de la déposer dans la forêt. Elle s'enfonce dans la forêt toute seule avec sa valise. Elle revient et elle demande au chauffeur de la ramener chez elle. Elle a passé 20 minutes au total dans la forêt et le chauffeur a remarqué que la valise était plus lourde à l'arrivée de Jung qu'à son départ. Donc il décide d'en informer la police parce qu'il a un très mauvais pressentiment. Et il a raison puisque Jung a effectivement déposé dans la forêt une partie des morceaux de corps d'Ayoun. Et elle a gardé une autre partie qu'elle a emmenée chez elle afin de s'en débarrasser plus tard. Les policiers prennent le témoignage du chauffeur de taxi très au sérieux. Ils vont fouiller la forêt et ils trouvent le corps démembré d'Ayoun. Et ce n'est pas tout. À côté du corps se trouve sa carte d'identité. Pas très malin de la part de Jung, elle a laissé la carte d'identité de la victime sur place. Mais finalement, c'est le genre d'erreur qu'on trouve assez souvent dans les affaires criminelles. Alors, il y a un psychologue qui a expliqué qu'en fait, souvent, les tueurs sont dans un état d'esprit différent au moment du meurtre qu'après le meurtre. Dans le cas de Jung, elle avait tellement hâte de commettre ce meurtre, aussi horrible que ça puisse paraître. Elle était hyper contente, elle était euphorique, elle ressentait des émotions très fortes. Du coup, elle n'était plus vraiment dans son état normal et ça peut expliquer qu'elle ait pu laisser tomber cette carte puisqu'elle n'était plus capable de réfléchir correctement. En plus, c'était 3h du matin dans la forêt, donc il n'y avait pas de lumière. Elle a très bien pu faire tomber cette carte sans faire exprès. En tout cas, ça a largement facilité le travail des enquêteurs puisqu'ils ont pu arrêter Jung à 6h du matin, donc juste après la découverte du corps. Ils ont débarqué chez elle, surprise, c'est nous, on sait ce que vous avez fait. Et ils ont trouvé plein de preuves chez Jung puisque je vous ai dit qu'elle avait emporté une partie du corps dans sa maison. Donc ils ont retrouvé le restant du corps. Et ils ont également retrouvé d'autres documents d'identité appartenant à Ayoun. Une fois dans les locaux de la police, Jung se plaint de gros maux de ventre et de saignements, donc elle est envoyée à l'hôpital pour passer des examens. Elle est examinée par un gynécologue, mais il ne trouve rien de spécial, donc il la renvoie en interrogatoire. En fait, elle avait menti pour essayer de gagner un petit peu de temps. À partir de là, Jung passe son temps à mentir. La première version qu'elle donne, c'est qu'elle est tombée par hasard sur le corps et qu'elle a décidé de le prendre pour le cacher. Ça n'a aucun sens. Deuxième version qu'elle donne, elle s'est disputée avec sa professeure et au cours de la dispute, elle l'a tuée accidentellement. Je vous rappelle qu'il y a eu 110 coups de couteau. Comment ça peut être accidentel ? Elle raconte n'importe quoi, ce n'est pas du tout crédible et puis elle ment même sur des petits détails. En fait, elle n'arrête pas de mentir sur tout et n'importe quoi. Puisque même l'endroit où elle a déposé le corps, elle dit oui, c'est un endroit que je connaissais bien puisque je m'y promène très souvent. Or, c'est un endroit qui est quand même assez loin de chez elle et les policiers savent que c'est faux, qu'elle ne passe pas son temps à se promener là-bas. C'est un endroit qu'elle avait choisi spécifiquement pour déposer le corps en pensant que c'était un endroit discret et qu'on ne retrouverait pas le corps avant un moment. Les policiers continuent à la presser de questions, essayent de la convaincre de dire la vérité et après être passée devant le procureur, elle leur dit « Écoutez, oui, c'est bon maintenant, je vais vous dire la vérité, je vais arrêter de mentir ». Sauf que dès qu'ils la remettent dans la salle d'interrogatoire, elle demande à avoir un avocat et elle ne dit plus rien. Il y a un truc qui est très particulier en Corée, c'est que l'identité des criminels est protégée. Il faut qu'un certain nombre de critères soient réunis pour qu'on révèle l'identité des coupables. Et
c'est le cas de Jung. Donc Jung, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, on sait qui elle est, sa photo et son nom ont été dévoilés dans la presse, mais ce n'est pas le cas tout le temps. En fait, il faut, par exemple, que le crime ait été particulièrement horrible, que la personne soit majeure, et aussi et surtout qu'il y ait un intérêt à dévoiler son nom. Ils ne le font pas s'il n'y a aucun intérêt à le faire. En gros, ça ne doit pas servir juste à satisfaire la curiosité du public, ça doit avoir un intérêt. Donc là, dans le cas de Jung, ce choix a été fait parce que le crime est quand même très particulier, hein. Ce n'est pas le genre de crime qui a lieu tous les jours et ils se sont dit que c'était utile d'en parler au public afin de faire de la prévention. Et en effet, il y a pas mal de Coréens qui ont eu peur à cause de cette affaire et qui sont devenus plus méfiants sur ce genre d'application. J'en profite pour faire moi-même de la prévention, on ne le répétera jamais assez, évitez de rencontrer une personne que vous ne connaissez pas dans un lieu privé, chez vous ou chez elle. Même si c'est un contact professionnel comme c'était le cas ici, privilégié, par exemple un café au calme où vous pourrez discuter tranquillement, mais n'invitez pas la personne chez vous puisque sur internet c'est facile de cacher son identité, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. J'avais vu sur Twitter une fille qui avait raconté ça, d'ailleurs elle s'était créé un profil pour du babysitting. Et en fait, elle se rendait compte qu'il y avait plein d'hommes qui la contactaient en lui demandant si elle proposait également des services sexuels. C'est connu aussi que sur Vinted, par exemple, il y a toujours des profils d'hommes qui viennent demander aux filles si elles peuvent envoyer des photos où elles portent le maillot de bain ou les sous-vêtements qu'elles vendent. Enfin, il y a toujours des personnes mal intentionnées sur ce genre d'application, donc faites très attention. Mais pour en revenir à Jung, elle est apparue en public le 2 juin. Il y a des journalistes qui lui ont posé des questions, elle a ignoré la plupart des questions. Elle avait un énorme bob sur la tête qui cachait son visage, je vous montre de toute façon les images. Et elle a simplement dit 2 choses. La première, c'est qu'elle n'était pas dans son état normal au moment du meurtre. Et la deuxième, c'est qu'elle était vraiment désolée. Elle a présenté ses excuses aux proches d'Ayoun. Au tribunal, Jung mise sur son passé difficile et sur le fait que son casier judiciaire est vierge pour attirer la pitié et essayer d'avoir la peine la plus clémente possible. Elle a soumis au juge ce que les Coréens appellent des lettres de réflexion. Ce sont des lettres qu'elle écrit pour essayer de prouver qu'elle a des remords, qu'elle a bien réfléchi. Elle explique en fait tout ce qu'elle a compris depuis qu'elle a commis ce meurtre et en quoi elle a évolué. Elle en soumet 21 au total, c'est quand même pas mal, mais le juge n'est pas du tout convaincu. Il lui dit qu'il a l'impression qu'elle n'est pas sincère et qu'elle fait simplement ça pour essayer d'alléger sa peine et pas parce qu'elle se soucie de la victime. Et c'est vrai que Jung n'a pas eu l'air d'avoir des remords après avoir commis son crime. Vous avez tous vu la vidéo où elle est en train de sautiller gaiement avec le corps dans la valise. C'est pas quelqu'un qui a une maladie mentale, hein. Elle était véritablement heureuse d'avoir commis ce meurtre. Au moment de son arrestation, elle ment à de multiples reprises sur tous les détails du crime pour essayer de mettre les policiers sur une fausse piste. Elle fait semblant qu'elle a des problèmes médicaux pour aller à l'hôpital au lieu de répondre aux questions. Enfin, on n'est vraiment pas sur quelqu'un qui assume son crime. Non, clairement, on est sur quelqu'un qui ne s'en veut absolument pas. C'est pour ces raisons que l'accusation a requis la peine de mort contre Jung, mais le juge a décidé de lui mettre une autre sanction, une peine de prison à vie avec la possibilité de demander sa libération au bout de 30 ans. En fait, il estime qu'on ne peut pas être sûr et certain que Jung ne changera jamais, puisque son comportement antisocial a démarré plutôt tardivement dans sa vie. C'est pas quelque chose qui est inné. Au collège, tout allait bien, elle avait des amis et c'est vraiment au lycée qu'elle a commencé à changer, puis ensuite pendant sa vie d'adulte, alors qu'elle était sans emploi et frustrée par sa situation, qu'elle a commencé à montrer des signes de violence. Donc il estime que ça peut peut-être encore changer dans l'autre sens, qu'elle peut redevenir, on va dire, normale, une bonne personne. Il a aussi envie de lui laisser une chance car elle a jamais rien fait d'illégal avant de commettre ce crime. Donc ça laisse encore une fois espérer que peut-être un jour elle pourra être réhabilitée. Jung et l'accusation ont tous les deux fait appel. Donc bien évidemment l'accusation c'était pour obtenir une peine plus lourde, donc la peine de mort. Et du côté de Jung, c'était pour obtenir une peine plus clémente, puisqu'elle estime que c'était trop sévère. Elle a soumis encore plus de lettres de réflexion. Elle a demandé en pleurs à ce qu'on prenne en considération sa demande. Elle a vraiment essayé de mettre toutes les chances de son côté. Mais en appel, la peine a été confirmée.
Pour ce qui est de la peine de mort, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais en Corée, certes, la peine de mort existe, mais elle est vraiment très rarement appliquée, puisque personne n'a eu la peine de mort depuis 1997. Donc c'était quand même assez peu probable que Jung prenne la peine de mort. Ils ont quand même envoyé la décision ensuite à la Cour suprême, mais la Cour suprême a encore confirmé la peine. Donc Jung est condamné à perpétuité et pourra demander sa libération dans 30 ans. En effet, maintenant, il n'y a plus aucun recours, cette sanction est définitive. Ce que je trouve intéressant en Corée, et que je n'ai jamais vu ailleurs, en tout cas pas à ce point-là, c'est qu'ils ne mettent pas toute la faute sur Jung, sur l'accusé. Certes, c'est de sa faute, c'est elle qui a commis le meurtre et elle doit être sanctionnée, mais ils se disent qu'il y a peut-être aussi une responsabilité de la société. Donc ils essayent de bien comprendre la personnalité de Jung, son passé, sa santé mentale, enfin bref, tous les éléments qui ont pu l'amener à commettre le meurtre et de voir s'il n'y avait pas la possibilité de le prévenir. Et ils essayent de tirer des conclusions de tout ça pour qu'un tel crime ne se reproduise jamais. D'ailleurs, il y a le grand-père de Jung qui a parlé aux journalistes pour prendre ses responsabilités lui-même et dire « Écoutez, c'est moi qui ai élevé Jung, donc je suis désolée, je présente mes excuses, je me sens coupable car je l'ai mal élevé, sinon elle n'aurait pas commis ce crime. » La personnalité de Jung a été analysée en détail, il y a plein de psys qui sont intervenus pour donner leur avis, pour essayer de comprendre Jung, et elle a passé un test pour détecter la psychopathie, puisque la plupart des experts s'accordaient pour dire qu'elle devait avoir des traits psychopathes. Donc elle passe une première fois ce test, elle obtient un score classique, qui signifie qu'elle n'est pas psychopathe, mais elle passe le test une seconde fois, et cette fois elle explose le score, elle obtient 28 sur 40, ce qui est supérieur à certains tueurs en série. C'est énorme, mais ce test est un test qui est assez controversé, donc on ne sait pas trop quoi faire de ces résultats. Après, c'est vrai que il y a des choses chez Jung qui peuvent faire penser à de la psychopathie, comme le fait qu'elle ne ressente vraisemblablement aucune empathie, elle n'en avait rien à faire de tuer cette personne qui ne lui avait strictement rien fait. Et il y a également le fait qu'elle mente énormément, les psychopathes ont tendance à être des menteurs, mais elle ne ressemble pas aux psychopathes qu'on a l'habitude de voir. Les experts disent que généralement les psychopathes ont une grande aisance pour parler en public, qu'ils sont plutôt à l'aise dans les relations sociales et qu'ils ont facilement des partenaires sexuels et des amis. Ce n'est pas le cas de Jung, comme vous le savez. C'est quelqu'un de solitaire qui a du mal à parler en public. Elle est assez renfermée sur elle-même, timide, je sais pas, mais en tout cas, elle n'adresse pas trop la parole aux gens. Donc certes, elle a des traits en commun avec les psychopathes, mais elle ne coche pas toutes les cases, donc c'est assez compliqué de savoir si elle l'est ou pas. Certains experts se demandent également si elle n'aurait pas une forme d'autisme, puisque, comme je vous l'ai raconté, elle se cachait derrière les rideaux, elle essayait d'éviter d'avoir des interactions sociales. Il y a également le fait qu'elle porte des chaussons, des pantoufles, même en extérieur, qui pourraient laisser penser qu'elle a une grande sensibilité sensorielle et qu'elle est mal à l'aise dans des chaussures. Donc bon, ce sont des éléments comme ça qui peuvent faire penser à l'autisme. Mais bien sûr, ce sont des éléments qui peuvent uniquement permettre de comprendre un peu mieux Jung, mais pas d'expliquer qu'elle soit passée à l'acte, puisque bien sûr, les autistes et les psychopathes, dans la très très grande majorité des cas, ne sont pas des criminels, ce sont des personnes tout à fait inoffensives. Mais c'est un cocktail de plusieurs choses qui peut pousser un criminel à passer à l'acte. C'est probablement un mélange entre ces traits de caractère très particuliers qu'elle a et des traumatismes, des événements choquants qu'elle a pu vivre dans sa vie qui l'ont poussée à devenir violente et à commettre un meurtre. En tout cas, aucun mobile sérieux n'a pu être retenu, puisque certains ont évoqué l'idée qu'elle aurait tué Ayoun parce qu'elle était jalouse d'elle, jalouse de son parcours universitaire, de son statut, qu'elle voulait peut-être même lui voler son identité, mais en fait, Ayoun, je vous le rappelle, n'était pas la première victime à laquelle elle voulait s'en prendre. Elle avait 2 autres personnes dans son viseur avant. Finalement, elle a dû lâcher l'affaire, mais ce sont 2 personnes qui n'avaient pas fait d'études, qui n'étaient pas particulièrement brillantes, donc ça ne tient pas. Finalement, même si ça paraît complètement fou, le mobile est très clair. Jung elle-même l'a dit, si elle a tué cette femme, c'est parce
curiosité. C'est tout, elle voulait savoir ce que ça faisait. Malheureusement, c'est Ayoun qui en a fait les frais, une jeune femme qui avait la vie devant elle, qui se démenait pour réussir sa vie, qui faisait des études, qui travaillait à côté pour donner des cours à des personnes en difficulté. Enfin bref, une personne qui, même si on n'a pas son identité, était probablement quelqu'un de bien. J'ai une grosse pensée pour elle et pour ses proches, mais j'ai aussi une pensée pour le chauffeur de taxi, puisqu'il a été complètement traumatisé. Il a carrément quitté son emploi de chauffeur de taxi et il s'est cloîtré chez lui pendant un long moment en refusant totalement les demandes d'interview, tellement cette histoire l'a traumatisé. Sur ce, c'est la fin de cette histoire. Je vous retrouve dans les commentaires. D'ailleurs, en commentaire épinglé et dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien pour commander les produits Wild avec mon code. Je vous rappelle que la collection Halloween est en édition limitée, donc vraiment foncez si ça vous intéresse. Vous avez 20% de réduction avec le code JESCRIMWILD. N'hésitez pas non plus à liker et à booster la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires.